Bienvenue dans cette édition de l'Africa Newsroom sur Africa 24. Au Cameroun, les défis liés à l'éducation et la jeunesse restent importants. Surpeuplement des classes, encadrement et insertion professionnelle des étudiants, chômage des jeunes. Comment garantir un accès équitable à l'éducation, améliorer la qualité de l'enseignement et offrir des perspectives d'emploi et d'épanouissement à cette jeunesse nombreuse? C'est le cœur de cette émission et pour débattre des choix et des priorités pour le prochain septennat, nous recevons sur ce plateau M. Basile Etogo, communicant du RDPC. C'est le communicant du candidat du RDPC à la présidentielle du 12 octobre 2025. Bienvenue sur le plateau d'Africa 24, M. Basile Etogo. Bonjour, mon cher Eugène Chema. Je m'appelle Basile Etogo, je suis communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. L'honneur me choisit de porter la voix du candidat président, son Excellence Paul Biya, sur ce plateau, en cette période de campagne électorale. Nous avons également sur le plateau M. Célestin Djamène. Vous êtes président national de l'APA. L'APA, c'est l'Alliance patriotique et républicaine. Vous êtes également membre du G20. Le G20, c'est un groupe de partis d'opposition qui soutiennent le candidat Paul Biya. Bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Merci beaucoup, Eugène, pour l'invitation. C'est un bonheur d'être là. Je pense que la thématique en vaut la peine. Je crois qu'on aura vraiment du grain à moudre durant cette émission. Effectivement, je suis soutien en cette période notamment du candidat Paul Biya. Nous avons enfin Mme Angèle Ndoumbe. Vous êtes membre de la société civile, plus spécifiquement chargée des programmes et des projets à Servitas Cameroun. Bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Mme Ndoumbe. Merci Eugène. Je suis effectivement Angèle Ndoumbe et membre de la société civile. Mais sinon, ma première casquette justement, c'est je suis éducatrice. Et je suis responsable d'un groupe scolaire. Donc, je suis sur le terrain depuis plus de 20 ans. Je travaille avec la jeunesse. Donc, c'est un honneur et un plaisir de partager mon expérience de 20 ans en cette veille de campagne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de suivre ensemble ce sujet et puis nous reprenons le plateau juste après. Au Cameroun, l'enseignement général est prisé par le système éducatif, mais cette priorité pourrait bien être l'une des causes profondes du chômage et du sous-emploi massif qui frappe les jeunes diplômés. C'est en tout cas ce que dénonce Issa Chiroma Bakary, ancien ministre et président du Front national pour le salut du Cameroun, candidat à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, pour avoir privilégié l'enseignement général, notre nation a formé une très grande et très bonne expertise dans la gouvernance de la richesse. Sauf que nous avons formé des administrateurs de la richesse, mais nous n'avons pas formé des créateurs de la richesse. C'est donc pour cette raison qu'un changement de paradigme s'impose. Refonte du système éducatif national avec un accent particulier sur la formation professionnelle. Selon les données de l'Institut national de la statistique, le taux de chômage officiel au Cameroun est estimé à environ 3,3%. Mais cette moyenne nationale masque une réalité bien plus complexe. Chez les jeunes diplômés, le taux grimpe à 14,8% pour les 25 à 35 ans. À cela s'ajoute un emploi massif qui concerne plus de 65% des actifs. Pour Issa Chiroma Bakary, il est temps de changer ce scénario. Originaire du Nord, l'ex-ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle entend apporter sa pierre à l'édifice dans un domaine qu'il maîtrise. La formation professionnelle sera la priorité de mon gouvernement parce qu'il est question de sortir les Camerounais du sous-emploi et du chômage pour en faire de véritables bâtisseurs de leur nation. En dehors de l'éducation, le président du FSNC s'engage à mettre fin au conflit armé dans les régions anglophones à travers un dialogue inclusif. Il prévoit également une réforme constitutionnelle pour un retour au fédéralisme, l'introduction de la double nationalité, la création d'emplois via une formation professionnelle adaptée au marché, ainsi que le développement des infrastructures de base, notamment l'électricité, afin de soutenir la croissance dans les zones rurales et urbaines. Comme on vient de le voir, de nombreux acteurs politiques, de nombreux acteurs même de la société civile au Cameroun plaident pour une réforme de l'éducation de manière générale, mais on va s'intéresser aux problèmes qui se posent à la base. Malgré un taux de scolarisation du primaire qui est supérieur à 80% aujourd'hui, on dit qu'il y a toujours près d'un enfant sur 5 en âge d'aller à l'école qui reste en dehors du système éducatif, surtout en zone rurale et dans les régions affectées par les crises, notamment le nord-ouest et le sud-ouest.
Et quelles solutions concrètes peuvent être mises en œuvre pour garantir un accès universel à l'éducation de base? Madame Angèle Doumbé, je vous pose la question en premier. Alors, la question, c'est de savoir quelle est la solution concrète qui garantit un accès universel à l'éducation de base. Bon, c'est une question un peu compliquée de répondre du tic au tac, parce que justement, parlant de l'éducation de base, ça part de la base. Donc, la base part de tout. Donc, lorsqu'on parle même de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement professionnel, il faut d'abord partir de la base. La base a déjà énormément de soucis qu'il faut résoudre, parce qu'il faut dire que je suis dans le secteur privé, et dans le privé, très souvent, nous n'avons pas les mêmes réalités que dans le secteur public. Et dans le privé, notamment dans mon secteur, de toute façon, moi je travaille dans un quartier populaire et populeux de la ville de Douala, où les enfants nous viennent des familles très très compliquées, très difficiles. Et je vous dis ma foi, en 20 ans, des terrains, c'est compliqué un peu de parler de la base. Déjà au niveau des programmes, voilà. Donc déjà au niveau des programmes, les programmes ne sont pas très souvent adaptés à notre environnement socioculturel. Donc en fait, ça fait que les enfants sont très souvent un peu en déphasage. Parce que vous ne pouvez pas parler de chou-fleur dans les livres qu'on nous met au programme à un enfant qui ne mange pas de chou-fleur au quotidien. Parlez-lui du macabo, parlez-lui des patates, parlez-lui du concret. Donc il y a déjà ça. Et puis aujourd'hui, en fait, avec l'inflation galopante ou alors la libéralisation, j'allais dire, du secteur privé, l'accès aux familles, j'allais dire, très très difficile et compliqué. Parce que combien de Camerounais peuvent se payer l'école, je ne sais pas, à la base, à 80 000, à 100 000, à 150 000. Les taux sont vraiment, j'allais dire, très, très flamboyants. Et là aussi, c'est une autre discrimination. Et quand vous parlez de familles difficiles, à quoi renvoyez-vous plus précisément? Les familles difficiles, c'est ceux qui viennent des parents, ne nous cachons pas derrière les mots, qui viennent des parents, des familles pauvres, hein? Des familles où les parents n'ont pas, qui sont au chômage, des familles où les mamans sont dans l'informel, qui vendent un peu j'allais dire des tomates au bord de la route ou des arachides. Elles ne peuvent pas se payer le luxe, j'allais dire, de payer l'école à leurs enfants. L'école privée, j'allais dire. Et l'accès à l'école publique également n'est pas aussi évident. Donc, dans le jargon, très rapidement, ou alors ce qu'on connaît, c'est que l'accès à l'école publique est gratuit, mais dans la réalité, ce n'est pas gratuit. Basile et Togo, est-ce que, effectivement, on a décrété l'accès, l'éducation, elle est gratuite à un certain niveau? Madame Doumbé pose le problème de l'accès à l'éducation, alors que c'est décrété que c'est gratuit. Qu'est-ce qui pose problème? Bon, pour répondre à votre question, il faut déjà savoir que depuis la cession au pouvoir du chef de l'État en 1982, il y a eu un boom, n'est-ce pas, au niveau de la scolarisation des enfants au Cameroun. À l'époque, je pense que le taux de scolarité était de 23%. Aujourd'hui, vous avez dit pratiquement 109%. Cela veut dire qu'il y a des événements qui ont été adoptés, qui ont permis à ce qu'on ne puisse arriver à ce pourcentage-là. Je peux vous rassurer que le Cameroun est le seul pays en Afrique subsaharienne qui dispose de pratiquement 4 ministères en charge des questions de la jeunesse et de l'éducation, que ce soit le ministère de l'emploi et la formation professionnelle, le ministère de l'éducation de base, le ministère de l'enseignement secondaire, le ministère de l'enseignement supérieur. Et lorsque vous regardez, tous ces ministères prennent en charge, n'est-ce pas, les questions de formation, d'éducation de jeunesse au Cameroun, qui va de 0 à 35 ans. Entre 3 ans et 10 ans, vous êtes sous la coupole du ministère de l'Éducation de base. Entre 11 à 18 ans, vous êtes sous la coupole du ministère de l'Enseignement secondaire. Et entre 19 et voire plus, vous êtes sous la coupole du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc l'État
a prévu tous ces éléments-là pour permettre à ce que l'éducation de l'enfant soit véritablement un peu au Cameroun. Et je peux vous rassurer que c'est une éducation qui n'est pas au rabais, comme certains veulent le faire croire. Au contraire, c'est une éducation qui est bien soutenue de la part, n'est-ce pas, de l'État qui forme déjà des enseignants de qualité, qui est bien structuré à l'ENIEJ. On forme des enfants, des instituteurs de l'école primaire à l'UNS et ainsi qu'à l'ENIET. Et vous allez vous rendre compte que quelqu'un comme moi, qui n'a pas eu une famille assez modeste, qui a fait ses études à l'école primaire, à l'école publique de Bonasama, au CS de Sodiko, au lycée bilingue de Bonaberi, au lycée polyvalent de Bonaberi, et après à l'université de Douala, vous voyez que j'ai été bien bâti par l'État au regard de mon analyse sur le plateau. Je n'ai pas une éducation au rabais pour autant. Et c'est pour vous rassurer de ce que l'État fait de très bonnes choses, contrairement à ce qui s'est dit un peu par là. Monsieur Djamene, est-ce qu'il n'y a pas tout de même un problème d'accès, de disparité dans l'accès à l'éducation ici au Cameroun, de qualité, entre les personnes les plus nanties et les personnes les moins nanties, malgré les engagements des pouvoirs publics? On ne peut pas ignorer le fait que l'accès à l'enseignement n'est pas gratuit partout, même si l'État a posé le principe de la gratuité de l'école publique primaire. Ça, c'est clair. Mais il faut bien comprendre qu'entre les deux présidents, l'ancien président Ahidjo, il y avait très très peu d'écoles. Il y a des gens qui marchaient des kilomètres à pied dans des zones rurales, même dans les grandes cités urbaines pour aller à l'école. Aujourd'hui, les choses ont quand même changé. Et je crois qu'il est important de noter que la gratuité de l'école doit être une prise en charge totale de l'État. Même si on ne peut pas exclure le secteur privé, parce qu'il y a des promoteurs qui interviennent dans le domaine scolaire aussi, on ne peut pas les écarter. Mais je pense que de 1 à 5 ans, moins de 1 à 6 ans, on doit absolument assurer, n'est-ce pas, l'accès à l'école, y compris des enfants issus de familles pauvres. Parce que l'État investit pour l'avenir. Parce qu'un enfant qui ne va pas à l'école, c'est presque un délinquant potentiel. Donc, je crois qu'effectivement qu'à ce niveau-là, l'État camerounais d'aujourd'hui a beaucoup investi là-dedans. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a des promoteurs qui rentrent dans le secteur privé et qui font une espèce d'usine. Il n'y a pas les conditions nécessaires pour que ces enfants puissent quand même évoluer de manière idoine. Mais je dois rappeler qu'il faut bien sûr pour les parents, les familles qui n'ont pas les moyens, parce que Mme Doumbé parle tout à l'heure de 80 000 francs, 100 000 francs, parfois c'est plus. Et c'est vrai que pour certaines familles, c'est quasiment mission impossible. Et dans ce cas précis, on doit les reprendre dans l'école publique. L'État doit reprendre ça. S'ils ne peuvent pas accéder sur le plan privé, eh bien, l'État leur garantit que venez chez nous. L'État investit dans l'éducation pour l'avenir. Et l'éducation initiale, très importante au Cameroun, parce que l'enfant apprend d'abord préscolaire, la maternelle, les exercices préscolaires, ensuite l'exercice initiatique, l'école primaire, jusqu'au cours moyen 2. Bon, c'est vrai que pour des raisons financières, à un moment donné, les enfants arrêtent l'école parce qu'il y a des petits frères, il y a des petites sœurs, les parents ne peuvent pas assurer, donc ils arrêtent l'école parce qu'ils ont un job, un petit boulot pour nourrir la famille. Les parents ne peuvent plus. Donc, dans ce cas-là, il faut donner une deuxième chance aux enfants adultes qui ont arrêté l'école en classe première, terminale, peut-être en première année de fac, pour pouvoir nourrir leur famille. Donc, il faut offrir, à travers des centres de formation, professionnels peut-être, ces gens-là, pour qu'ils puissent s'insérer dans la société. On ne peut pas imaginer que le Cameroun puisse laisser sur le bord de la route ces enfants qui après seront le contingent qui vont aller au Canada ou ailleurs. Donc, il faut que le Cameroun prenne les choses après le faire. Et je crois que quand on écoute bien le discours du président du 10 février dernier, il a instauré auprès des mairies les bureaux d'aide municipaux pour aider notamment les primo-demandeurs d'emploi pour pouvoir conduire leur CV, savoir écrire leur CV et enfin les répertoires des métiers. Nous allons revenir sur des opportunités offertes à la jeunesse en matière d'emploi. Après ce premier tour de table, je vous propose de marquer un arrêt. Nous prenons une courte pause et nous revenons juste après.
Retour sur ce plateau de l'Africa Newsroom sur Africa 24 dans cette thématique dédiée à l'éducation et à la jeunesse au Cameroun. Nous sommes toujours en compagnie de Basile Etogo, communicant du RDPC, Célestin Djamène, président national de la PAR et membre du G20, et Angèle Ndombé, membre de la société civile, éducatrice et chargée des programmes et des projets à Servitas Cameroun. Madame Ndombé, tout à l'heure, Monsieur Basile Etogo mettait en avant le fait que le choix de se diriger vers le privé ou le public, c'est des choix des familles, et que dans le public également, il y a de très bons formateurs, il y a de très bonnes écoles. Est-ce que le coût de la formation pour les parents qui choisissent le privé n'est pas effectivement de leur responsabilité et pas celle de l'État qui essaie quand même de mettre en place les infrastructures qu'il faut pour que tout le monde puisse avoir accès à l'éducation? Ça fait jeune. Je pense que M. Touga a parfaitement raison. C'est un choix délibéré, mais parfois, c'est un choix où on n'a pas de choix en réalité. Parce que si autour de soi, on n'a pas d'école publique ou alors on n'a pas accès à cette école publique, parce qu'il faut dire qu'il y a des effectifs pléthoriques dans certaines écoles. Donc, du coup, le parent se sent obligé de se retourner vers le public. Ça, c'est d'un. Et puis, de deux, parfois même dans certaines écoles publiques, l'accès n'est pas aussi facile parce qu'il faut négocier. Alors, si tu ne connais pas quelqu'un autour ou tu n'as pas de relation pour avoir accès à cette école publique, tu es obligé de te retourner vers le privé. Donc, c'est pour répondre déjà à ce premier volet, pour dire que c'est pas toujours un choix délibéré. On se sent obligé de venir vers l'école privée. Oui. Mais vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais également ajouter qu'en fait, même s'il ne faut pas complètement dénigrer l'enseignement public, parce que moi-même, je suis un produit de l'enseignement de la base publique, on a eu de très, très bonnes bases. Il faut dire que c'est pas harmonisé. On a des écoles publiques qui n'ont pas d'enseignants de façon régulière. On a des écoles publiques qui sont encore à mi-temps. Et ça, les parents se posent toujours la question de savoir si vraiment à mi-temps on arrive à couvrir les programmes. Donc là aussi, ça reste une raison pour laquelle le parent, même malgré ses moyens modestes, va se dire l'école publique ne m'apporte pas satisfaction, donc je vais me retourner, malgré mes moyens, vers l'école privée. M. Basile Etogo, elle a parlé elle a abordé un peu la question des infrastructures, des déficits de salles de classe. Il y a des données officielles. Le Cameroun fait face à un déficit de plus de 50 000 salles de classe sur population scolaire, parfois avec plus de 80 élèves par classe au lieu de 50. Quels engagements sont pris pour améliorer les conditions d'apprentissage? Bon, déjà, il faut remarquer que l'État a fait des efforts considérables pour rapprocher l'école des populations. Aujourd'hui, dans nos quartiers, vous avez pour la plupart 2 ou 3 écoles publiques, que ce soit primaire, que ce soit secondaire. J'en veux pour preuve, là au quartier d'Aïdo, il y a 3 écoles publiques. École publique du Moulin, Grand Moulin, école publique d'Aïdo. Il y a aussi école publique Bépanda, juste à côté, dans un rayon d'1 kilomètre. 3 écoles. Mais sauf que, par mimétisme, certains parents estiment que ils ne vont pas envoyer les enfants à l'école publique. Et les salles qui sont vides, on a oublié de les fermer de temps en temps. Quand vous allez là-bas, souvent, vous trouvez des salles complètement vides. Alors que ce sont des salles qui ont été construites pour accueillir, n'est-ce pas, des élèves. C'est une problématique qui se pose avec acuité. Parce que les parents ont souvent cette désinformation-là, qu'ils estiment que l'école publique ne forme pas des grandes personnes. Non. La plupart de nos dirigeants étaient formés dans des écoles publiques. N'oublions jamais ça. Monsieur Saint-Germain, est-ce que cette époque-là est la même aujourd'hui quand il dit que la plupart des grands dirigeants ont été formés dans les écoles publiques, entre la réalité il y a peut-être 30-40 ans du Cameroun aujourd'hui, et par rapport à celle d'aujourd'hui, est-ce la même? Bon, moi, je suis issu d'une école catholique, au niveau du primaire, dont j'ai été éduqué par quasiment pas des prêtres, parce qu'on avait des séances de messe même entre le lundi et le vendredi. Mais je voulais dire que, en ce qui concerne la période de maintenant, il faut quand même comprendre que l'État a fait
un effort inouï, tout le monde en termes de quantité. On peut s'interroger en termes de qualité de l'école. Mais en termes de quantité, il y a un progrès, il y a un gap énorme, évidemment. Bon, les écoles publiques, je pense que va falloir qu'on arrête de trouver le prétexte que les parents sont pauvres. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'État vraiment s'engage pour l'avenir des jeunes, des enfants en tout cas. C'est une mission. C'est une mission, c'est-à-dire que je ne veux plus personnellement entendre qu'un parent n'a pas envoyé son enfant à l'école parce qu'il est pauvre. Je dis, ça n'a pas de sens. L'éducation, c'est comme la santé. Je dis que si l'enfant n'a pas les premières données de son éducation de base, je crois que là, la société est en perdition. Comprenez? Donc après, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des problèmes, des embûches qui peuvent intervenir au cours de sa vie, mais en termes de l'école publique, l'État a l'obligation, effectivement, de fournir au moins l'instruction, n'est-ce pas? C'est-à-dire que écrire, savoir lire, compter aux enfants. Et aussi subventionner, pourquoi pas, les ONG qui s'occupent de ces enfants-là, parce qu'en vérité, c'est un peu comme, n'est-ce pas, un vecteur de l'insertion des jeunes. Parce que quand vous voyez des ONG qui sont un peu livrés à eux-mêmes, ils n'ont pas d'aide ni de l'État ni de personne, vous voyez que la tâche devient immense. Donc je pense que si l'État ne peut pas être partout, au moins il y a des organisations privées qui peuvent, pas supplier, mais être à côté de l'État pour l'aider effectivement à identifier les familles à problème. Dieu seul sait s'il y en a beaucoup, et puis les aider à travers les subventions multiples pour pouvoir aider les familles à s'en sortir. Donc aujourd'hui, je crois que la priorité, c'est dans la qualité de l'enseignement. Aujourd'hui, le fait que les enseignements du public sont pas assez bien rémunérés fait que souvent, les gens vont délaisser l'école publique, certains professeurs qui ont plusieurs casquettes, qui vont aller, parce qu'ils sont bien payés, mieux payés dans les écoles privées. Donc il faut atténuer cette disparité-là. Et dire que, comme à l'époque, il y avait aussi des enseignants du public qui étaient bien payés. Comprenez ce que je veux dire? Donc il faut réguler tout ça, parce qu'il s'agit de l'éducation initiale, et c'est très important. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est déjà bien que l'enfant entre à l'école, qu'il n'y ait plus d'enfants à la maison, parce qu'ils n'ont pas d'argent. L'État garantit ça, mais je crois que quand vous lisez la SND 30, tout est écrit, c'est-à-dire que l'État doit renforcer, n'est-ce pas, l'éducation initiale obligatoire pour les enfants. M. Basile Etogo, il a parlé des disparités dans la rémunération des enseignants, ou bien qui incite les enseignants à choisir plus le privé que le public. Mais revenons sur une autre disparité, les disparités régionales. Le taux de scolarisation, par exemple, dans l'extrême nord, il est largement inférieur à celui des grandes villes, ce qui a valu, que ce soit dans l'éducation et dans d'autres domaines, ce qui a valu la mise en place du programme spécial pour la reconstruction et le développement de l'extrême nord. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'au Cameroun, il y a aujourd'hui un développement à double vitesse, en particulier en ce qui concerne l'éducation, si on prend le cas de l'extrême nord? Bon, déjà, je ne suis pas d'accord avec la disparité concernant la rémunération. Parce que lorsque vous allez dans le public, vous voyez que sur une année scolaire qu'on fait pratiquement 7 mois, l'enseignant public est payé 12 mois. C'est-à-dire que les 5 autres mois, il est en congé. Par rapport au public, vous êtes payé uniquement pendant que vous dispensez les cours. Par rapport au privé, où on est payé lorsque vous dispensez uniquement des cours, soit vous êtes payé par heure de cours, soit vous êtes payé uniquement au moment où la rentrée scolaire est effective. Vous voyez donc entre le public et le privé, en termes de rémunération salariale, c'est quelque chose de largement différent. Un enseignant serait plus à l'aise, ne soyez les plus contraints, les plus amenés, les plus motivés à aller enseigner au public ou au privé. Sur les disparités régionales. Tout à fait. Maintenant, en ce qui concerne les disparités régionales, je pense qu'il faut mettre dans cette besace l'aspect socio-culturel qu'il ne faut pas négliger. Vous voyez que à l'époque, je me souviens que la scolarité, le taux d'analphabétisation dans le Grand Nord était pratiquement de l'ordre de 13-15%. Aujourd'hui, nous avons pratiquement 78%, et qu'il y a eu un boost qu'il faut quand même mettre à l'actif de l'État du Cameroun, et qui a facilité déjà le premier élément fondamental pour un enfant
savoir obtenir son acte de naissance, qui était un inconvénient majeur dans la poursuite de formation. Il fallait aussi sensibiliser les jeunes filles sur la nécessité, n'est-ce pas, d'aller à l'école de ce côté du Cameroun-là. Je crois qu'il y a ce problème de culture qui n'a pas été très avantageux et ce qui a conduit forcément à ces disparités que nous pouvons créer aujourd'hui. Mais qui, à date, ont été corrigées. La preuve, vous allez vous-même constater que le taux de scolarisation ou bien le taux d'analphabétisme dans ces régions-là ont fortement diminué. Et lorsque nous regardons l'indice du développement humain qui était de 51% en 82, aujourd'hui nous sommes à 62%. Vous voyez qu'il y a une augmentation de ce côté-là. Les critères qui entrent dans l'indice de développement humain sont l'éducation, la santé et le niveau de vie. Donc, il y a eu beaucoup d'améliorations dans ce secteur et je crois que l'État essaye de mettre en équilibre toutes les régions du Cameroun pour qu'il n'y ait pas de disparité. Et je crois qu'il faut toujours faire confiance au chef de l'État, son excellence Biya, qui estime qu'il n'y a pas de Camerounais majeurs ni de Camerounais mineurs. Madame Doumbé, est-ce que au sein de l'ONG Servitas, vous ne notez pas tout de même ces disparités régionales dont on parle? M. Basile Togo dit qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Les indicateurs ont progressé, mais est-ce que ça ne persiste pas tout de même? Oui, moi je pense que ça persiste tout de même. Bon, je constate que mes copanélistes sont en campagne. Donc, ils sont complètement... Mes copanélistes sont en campagne et moi, je suis dans la continuité d'un système. Donc, je suis dans l'éducation. Après la campagne, l'éducation va continuer. Donc, je n'ai pas de candidat à défendre. Hein. Je suis éducatrice, je suis de la société civile. Et comme on l'a dit, la société civile vient justement en renfort de l'action gouvernementale. Et bon, je suis un peu choquée de comprendre qu'en fait, tout est beau, tout est bien. Nous, lorsque nous descendons quand même sur le terrain, les disparités y sont. Elles sont même d'ailleurs criardes, parce qu'il faut dire qu'en fait, même si l'État a fait des efforts, ça va être prorata de la population. La population a nettement augmenté, hein, donc des années dont on a parlé de cette année, mais quel est le prorata? Est-ce que dans ce calcul, il n'y a pas de disparité? Si, il y a beaucoup de disparités. C'est vrai effectivement qu'on reste, j'allais dire, avec beaucoup d'espoir, sachant qu'en fait, il y a des actions qui sont menées. On ne crache pas là-dessus, mais admettons qu'il y a des disparités encore. Et bon, on espère que comme on est en campagne, et que voilà, beaucoup de choses, de belles choses seront faites, parce qu'en réalité, on parle de l'éducation. C'est la base de tout développement durable, et nous ne devons pas, c'est-à-dire que tourner en rond lorsqu'on parle de l'éducation. Donc, c'est très, très important de rester sur les faits. L'éducation reste à la base de tout. C'est un impératif pour le développement, pour le progrès social du Cameroun. Nous marquons une courte pause et nous reprenons le débat juste après. Retour sur ce plateau de l'Africa Newsroom dédié aux défis d'éducation et de jeunesse au Cameroun. Nous sommes toujours en compagnie de M. Basile Togo, communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, M. Célestin Ndiamen, président de la nationale de l'APAR, l'Alliance patriotique et républicaine, membre du G20, Angèle Ndoumbe, membre de la société civile, éducatrice chargée des programmes et des projets à Servitas Cameroun. Mesdames et messieurs, je vous propose de suivre cet élément et puis nous en discutons juste après. Les dépenses en recherche et développement des États-Unis, considérées comme la première puissance économique mondiale, représentent environ 3,5% du PIB du pays selon les données de la Banque mondiale. Dans la plupart des pays africains, ce ratio est de moins de 1% du PIB. L'Afrique du Sud et le Maroc, modèles sur le continent, ayant un ratio de 0,6%.
Conscient de l'intérêt de la recherche pour les politiques publiques, la transformation économique et les pratiques sociales, l'Organisation des États de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique a lancé de 2021 à 2025 pour ses États membres le projet PRINAC, entendez, promotion de la recherche, de l'innovation et de la culture numérique en Afrique centrale. Un projet qui arrive à son terme et pour lequel un atelier de capitalisation est organisé à Douala du 10 au 14 mars 2025. 17 projets ont été appuyés par PRINAC. La mise en œuvre a été faite principalement au Cameroun et en République démocratique du Congo. Mais, étant donné que les projets ont été mis en œuvre en consortium, on peut dire que tous les autres pays d'Afrique centrale, tous les autres 8 pays qui étaient prévus au départ, ont également participé à la mise en œuvre de PRINAC. À noter que dans le cadre du projet PRINAC, l'Union européenne a investi 1 930 millions d'euros, soit 1 264 milliards de francs CFA pour le financement de 12 micro-projets au Cameroun en 4 ans. Des micro-projets portant sur la recherche, l'innovation, le numérique et les savoirs locaux. La capitalisation vise aussi à disséminer les bonnes pratiques observées. Le domaine du numérique, dans le domaine des matériaux, dans le domaine de l'employabilité des femmes. On a plusieurs solutions qui ont été mises en place. On a des marques qui ont été déposées. On a des personnes qui ont eu leur capacité renforcée, aussi bien des enseignants que des étudiants. Le bilan global est très satisfaisant. Pour rappel, le projet PRINAC a pour objectif de renforcer les capacités de recherche et d'innovation dans les pays d'Afrique centrale par la consolidation des écosystèmes d'innovation, des synergies productrices, de l'entrepreneuriat, du numérique et des politiques d'innovation au service du développement durable et de la réduction de la pauvreté. Comme on vient de le voir dans ce reportage, il y a des initiatives pour encourager l'entrepreneuriat des jeunes et donc leur insertion professionnels. Chaque année, des milliers de diplômés, on parle de plus de 50 000, arrivent sur le marché du travail, sans perspective. Ce Basile Togo, quelle politique pour adapter la formation aux besoins réels du marché? Bon, déjà, il faut reconnaître qu'il y a eu une amélioration des politiques publiques qui concernent l'éducation. Aujourd'hui, le Cameroun a opté, n'est-ce pas, par la professionnalisation de l'éducation, où on a adapter la formation, l'éducation directement au marché de l'emploi. Nous favorisons, lorsque j'ai suivi le ministre de l'Enseignement supérieur, favorise plus, n'est-ce pas, la professionnalisation. On a construit des universités d'obédience professionnelle. Aujourd'hui, je crois que dans chaque région de notre pays, nous avons des universités à formation professionnelle accrue, spécialisée, l'Institut des Beaux-Arts, nous avons Polytech et autres. Donc, ce sont des éléments, n'est-ce pas, qu'il faut mettre à l'actif du chef de l'État qui a changé carrément le paradigme de la formation et l'éducation au Cameroun, afin que l'État ne soit plus cette mamelle nourricière qui est le creuset, n'est-ce pas, de toutes les formations classiques au Cameroun. On est déjà en train de former les jeunes Camerounais pour qu'ils soient de manière professionnelle, autonome, pour pouvoir être des créateurs d'emplois et bien évidemment s'adapter, répondre aux besoins spécifiques dont le Cameroun souhaite avoir pour atteindre l'émergence que nous voulons. Et là, je crois qu'il est important de noter que toutes ces améliorations-là ont permis un gap considérable. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que je suis un peu produit de l'éducation au Cameroun. Et il me semble que j'ai de la compétence, parce que après, c'est là que j'ai fait l'UIT, là où j'ai fait un cycle en génie informatique, ce qui m'a permis, n'est-ce pas, d'ouvrir une entreprise de maintenance informatique d'ordinateurs dans un quartier qu'on appelle Bonabéi. C'est là que j'ai commencé pour pouvoir avoir des moyens pour payer moi-même mes propres études. C'est après que, dans le but d'améliorer mes compétences, je suis allé m'inscrire toujours à l'université de Douala dans le cadre de la formation en carrière judiciaire et administrative, qui m'a permis d'avoir un master
en ce domaine-là. Aujourd'hui, je crois que ce sont des éléments qui me permettent d'être plus outillé dans le monde professionnel et d'avoir une certaine carrure lorsque je prends la parole pour défendre le RDPC. Il me semble que ce sont des éléments comme ça qu'il faut encourager au sein de la jeunesse camerounaise. Madame Adjane Doumbé, les jeunes représentent plus de 70% des chômeurs. Certains experts estiment que c'est une bombe sociale qu'il faut pouvoir désamorcer. Quel est votre contact avec ces jeunes dans votre travail au quotidien? Qu'est-ce qui fait défaut pour leur employabilité? Donc, Alors, qu'est-ce qui fait défaut pour leur employabilité? Je pense que l'offre d'emploi n'est pas suffisante par rapport aux demandeurs. Donc, du coup, je pense que pour la suite, il faut accompagner les jeunes. Il faut accompagner les jeunes en leur donnant plus d'accès aux moyens qui puissent leur permettre d'être des start-up. D'être des start-up. Et au quotidien, effectivement, quand nous descendons sur le terrain, c'est un peu ça les plaintes. C'est-à-dire que les jeunes se plaignent du fait qu'ils ont même des diplômes, mais ils n'ont pas accès. Et même lorsque il y a des offres, mais c'est assez serré l'accès, parce que les conditions sont très souvent, j'allais dire, très, très opaques, les conditions d'accès. Donc, du coup, pour la plupart, ils sont découragés. Ils ont l'impression qu'il faut connaître quelqu'un quelque part pour avoir accès à ces offres d'emploi, malgré qu'ils aient des diplômes, malgré qu'ils soient même formés, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, effectivement, j'acquiesce le fait qu'il y ait de l'amélioration, mais par rapport aux chiffres, 70%, c'est énorme, ça reste une bombe. Et ces jeunes, effectivement, sur le terrain, restent quand même une menace pour la société. C'est pour ça que nous avons la recrudescence des phénomènes comme les phénomènes de microbes dans nos quartiers, mais c'est nous qui les avons fabriqués. C'est nous, les adultes, qui les avons fabriqués. Il y a de plus en plus de braquages. Et là, je vous le dis, il y a une semaine, dans 2 établissements privés, bien connus de la place, il y a eu des braquages où le gardien a été tué. Donc, du coup, tous ces phénomènes, la recrudescence de ces violences, de ce banditisme accru, ça vient justement du fait que ces jeunes n'ont pas accès à ces offres d'emploi. Et Servitas Cameroun au quotidien, qui n'a pas non plus assez de moyens pour les accompagner, mais nous sommes dans la sensibilisation. Donc, nous les sensibilisons du fait que lorsqu'ils ont des moyens pour se créer des petites entreprises qui sont génératrices de revenus, qu'ils le fassent parce qu'ils peuvent employer d'autres jeunes encore. Célestin Djamène, à la suite de ce que Mme Doumbé dit, avec 65% de la population âgée de moins de 25 ans au Cameroun, la jeunesse représente un défi, mais aussi un potentiel énorme. Comment transformer ce capital humain en moteur de développement? Éviter que le chômage et le sous-emploi nous continuent à alimenter la frustration sociale. Avant de répondre à ces questions sur l'employabilité des jeunes, je veux dire très rapidement un mot sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur les disparités salariales. C'est vrai que Basile a raison quand il parle de la régularité des salaires dans le secteur public, c'est vrai. Mais je parlais plutôt, moi, tout à l'heure, du niveau des salaires. Vous avez vu qu'il y a un phénomène OTS qui s'est développé pendant quelques mois, là, l'année dernière, même avant, et parce qu'il revendiquait les salaires, machin truc, et tout ça. Bon, ce que je veux faire, c'est que l'État doit renforcer. C'est-à-dire que la SDN 30 est extrêmement claire. L'État doit renverser et les conditions de travail des enseignants, du public, parce que ils se plaignent et il faut les écouter, c'est très important pour éviter le phénomène d'OTS qui a eu lieu. Et donc, dans le privé, moi je connais des écoles à Makepe, vraiment, où les privés sont très bien payés. Même s'ils sont payés 6 mois, ils sont vraiment très bien payés. Donc, ils y restent, l'emploi public ne l'intéresse pas beaucoup. Une fois que j'ai dit ça, c'est vrai que, sur votre question, il faut comprendre que quand on parle de jeunes, d'abord, c'est d'abord la formation et le lien avec l'emploi BT. Quand on disait à l'époque que
la jeunesse, c'est le fer de lance, ce n'était pas pour rigoler. C'est vraiment le fer de lance de la nation, parce qu'en vérité, ils ont plus d'années à vivre. Bon, nous, on n'est pas encore à l'article de la mort, mais quand même, je pense que la priorité, c'est quand même d'abord les jeunes qui doivent finir leur cycle scolaire, ensuite trouver effectivement un débouché sur leur éducation, sur leur formation scolaire. Il n'est pas normal que dans ce pays, qu'on puisse avoir encore des jeunes issus de licence ou de master 1 qui déposent des CV et qui n'ont pas de réponse. Ils vont finir finalement au Canada. Donc, il est important que la formation soit assurée, qu'il s'agisse de la formation par apprentissage, parce qu'il y a des centres professionnels où on peut mettre les jeunes en contact avec des professionnels qui apprennent. Ils sont rémunérés, c'est pas un travail gratuit. Il y a aussi des jeunes qui peuvent travailler par alternance, c'est-à-dire que, comme disait tout à l'heure Basile, le couple école, cours théorique, cours pratique, et que le jeune est à l'école pour quelques heures de cours théorique, et puis l'après-midi, il est dans les entreprises, de manière assurée, à la fin de son diplôme, n'est-ce pas, comment dirais-je, son emploi, parce que ça débouche sur ça, que d'avoir sur le dos les parents qui se plaignent parce qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent pour leurs enfants, et à la suite, il y a rien, et puis ils vont s'endetter pour acheter un visa, pour envoyer des enfants, je ne sais où. Donc, il est important que l'État assure ce côté-là. Je crois que je n'ai jamais vu un texte comme la SDN 30 aussi bien lettré. Bon, c'est bien la sauce. La stratégie nationale de développement du Cameroun à l'horizon 2030. Et je crois qu'il faut que ces textes soient implémentés. Sinon, on risque de subir la mort subite comme la DSCE. Et finalement, on aura fait un travail d'architecte pour finalement finir en cheat. C'est pas bon. Et je pense donc qu'il faut vraiment mettre l'accent sur l'emploi des jeunes, dans la formation de base, dans la formation par alternance, dans la formation même à distance. Si je suis à Douala ou je suis à Bafia, je peux pas suivre les cours à me déplacer à Douala, mais je peux avoir les moyens informatiques, c'est quand même la révolution du numérique, pour pouvoir avoir une formation, parce que les employeurs maintenant sont trop exigeants, ils veulent avoir un répertoire de métiers où les gens ciblent quand ils font les offres de services, je veux un artisan, je veux un tisserand, je veux un maçon, qui sache retrouver rapidement les enfants qui ont des diplômes. Mais il n'est plus question qu'au Cameroun, on ait un diplôme sans être sociologiquement intégré. L'école sert à quoi? Pour permettre aux jeunes d'avoir un métier rémunéré et bien rémunéré. Il faut qu'il ait un emploi, il faut qu'il ait une maison, il faut qu'il puisse se marier, il faut qu'il ait une autonomie. Et si tout ça est bouché, ce serait très, très, très grave. Nous allons poursuivre ce débat dans un instant. Nous marquons une courte pause et nous revenons juste après pour la 4e et dernière partie de cette édition spéciale de l'African Newsroom sur l'éducation et la jeunesse camerounaise. Retour sur ce plateau de l'African Newsroom sur Africa 24. Dans cette édition consacrée à l'éducation et à la jeunesse camerounaise, nous sommes toujours en compagnie de Basile Etogo, communicant du RDPC, le parti au pouvoir au Cameroun, Célestin Djamen, président national de la part et membre du G20, groupe de partis d'opposition qui soutiennent le candidat Paul Biya, et Angèle Ndoumbe, membre de la société civile, éducatrice chargée des programmes et des projets à Servitas Cameroun. Monsieur Basile Etogo, l'éducation civique, la culture et le sport sont essentiels à l'épanouissement des jeunes. Comment intégrer davantage ces dimensions dans les politiques éducatives et de jeunesse au Cameroun pour renforcer la cohésion sociale et la citoyenneté? Bon, déjà, j'ai, dans mon première prise de parole, évoqué le département ministériel qui accompagne les questions de jeunesse. Et il y a un ministère aussi important qui est le ministère de la jeunesse et de l'éducation civique, qui a été mis en place par le chef de l'État à l'effet, n'est-ce pas, de juguler, de structurer et d'accompagner la jeunesse camerounaise. Je crois que au sein du ministère de la jeunesse, il y a beaucoup de structures qui ont été créées, à savoir le PAGEU, le PIACI, à savoir le service civique à l'éducation et au volontariat, dont je suis un pur produit, qui a été formé au génie militaire de Douala, pratiquement 2 mois, et j'ai une formation, et puis j'ai eu un financement à la sortie de cette formation-là.
Et je crois que c'est un élément très important parce que dans la vision du chef de l'État à l'horizon 2035, il était important, la question de l'éducation des jeunes était au centre de préoccupation. Et j'ai pu vous assurer que si la jeunesse camerounaise n'avait pas été bien formée sur les questions civiques, le Cameroun aurait basculé. Lorsque nous voyons la façon dont certains acteurs politiques se comportent pour ameuter les citoyens, les jeunes citoyens, n'est-ce pas, à sortir et être, n'est-ce pas, des paravents pour atteindre leurs objectifs, si le chef d'État n'avait pas mis en place un certain nombre de mécanismes, il me semble que le Cameroun aurait déjà basculé par rapport à d'autres pays que nous observons au sein de l'Afrique et même partout dans le monde. Donc c'est un problème crucial et, ma foi, ce sont des éléments quand même qu'il faut mettre à l'activité de l'État. Et je veux sortir de là, si vous me permettez, mon cher Eugène, pour dire que la jeunesse ne doit pas désespérer. De toute façon, nous avons obligation de continuer à soutenir le chef de l'État. Donnons au chef de l'État la possibilité de puiser de notre énergie pour continuer, n'est-ce pas, dans le parachèvement de ce qu'il a commencé. Et pour cela, comme on a souvent pour habitude de dire, que la jeunesse a besoin de sagesse et les aînés ont besoin de notre force, de notre vigueur. Si le chef de l'État se sent accompagné par la jeunesse, je pense qu'il est capable de faire des exploits que nous ne pouvons pas imaginer. D'accord ? Madame Angèle Doumbé, il y a des défis qui s'opposent à cette jeunesse-là. On a parlé des questions d'emploi. Il y a aussi de plus en plus la question de la dépendance en drogue. Je vais donner quelques chiffres. Le Comité national de lutte contre la drogue au Cameroun rappelait dans une étude qu'elle a menée et qui a été publiée en 2023, que 21% de la population avait consommé de la drogue cette année, la majorité étant des personnes âgées de 20 à 25 ans, avec une situation plus inquiétante dans les centres urbains. Des acteurs de la société civile estiment que les stupéfiants sont consommés avec beaucoup d'intensité jusqu'au fin fond des villages, un enjeu de santé publique qui a conduit le gouvernement à adopter même un plan stratégique national de lutte contre les drogues. Comment faire face à ce fléau qui semble miner une certaine partie de la jeunesse camerounaise aujourd'hui? Oui, Jeanne, avec ta permission, avant de répondre à ta question, je voudrais quand même rebondir sur ce que M. Tegoua, mon co-panéliste, a dit. En termes des institutions, la création des institutions, des ministères, je pense que s'il fallait donner une note au Cameroun, on donnerait 10 sur 10. Mais maintenant, dans l'implémentation sur le terrain, nous avons l'impression qu'en fait, les résultats ne sont pas probants. Comment, par exemple, un quartier, parce que je travaille dans Douala 3e, c'est l'un des arrondissements où le plus grand des arrondissements dans le département, qui n'a pas d'infrastructure pour les jeunes. Pendant la semaine des activités de la jeunesse, pour les activités pour ces périscolaires, nous avons un seul stade pour ceux qui connaissent Douala, pour ceux qui connaissent Douala 3e, le stade de Bilonguet, où tous les établissements, ou pratiquement tous les établissements, convergent vers ce stade. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne des engueulades ou alors des matchs des jeunes qui ne durent pas, qui durent 10 minutes parce qu'il faut laisser tel ou tel établissement. Il y a un gros problème d'infrastructure. Pourtant, sur le papier, il y a des institutions, il y a le ministère de temps, la jeunesse et de ceci, de cela, mais à ce niveau-là, vraiment, il y a une cacophonie. Donc, passer maintenant non, l'indépendance aux stupéfiants, ce n'est que la preuve de ce que nous sommes dans une société complètement en décrépitude. Parce que les jeunes en prennent, les moins jeunes en prennent, les grands en prennent, les vieux en prennent, à en croire le reportage ou vos chiffres. Mais il faut dire que c'est très, très grave. Et c'est même encore plus grave que les chiffres, parce que je vous dis que je suis en milieu scolaire. Nous avons effectivement nos jeunes qui arrivent complètement les matins, rien qu'à les regardant, on sent effectivement qu'ils sont sous l'effet de la drogue. Et c'est un phénomène où tout le monde, ça interpelle tout le monde. Ça interpelle vraiment toutes les forces vives, ça interpelle tous les ministères, ça interpelle le secteur public, le secteur privé, ça interpelle la société civile,
parce que nous sommes en fait en train de tuer une nation, nous sommes en train de tuer une jeunesse. Et quand ces jeunes sont sous l'effet de la drogue, ils ne contrôlent, rien n'est plus contrôlable. C'est pour ça que pendant un moment, vous avez entendu, il y avait la recrudescence des meurtres en milieu scolaire. Hein, vous vous souvenez? Donc ça a fait tout un tapage parce qu'ils étaient sous l'effet de la drogue. Donc c'est autant de gros problèmes, de gros soucis qui font qu'en fait, il faut que justement ceux qui nous dirigent prennent conscience d'un certain nombre de choses. Donc, Monsieur Célestin-Djamel, est-ce que ce phénomène de dépendance aux drogues pour une certaine catégorie de jeunes, je précise bien, cette dépendance qui entraîne de plus en plus la petite et grande criminalité, est-ce que c'est de la seule responsabilité des pouvoirs publics? Est-ce que il n'y a pas d'autres acteurs qui sont responsables de cela? Les pouvoirs publics ont aussi leur part de responsabilité. Parce que quand une jeunesse est en perdition, manque de repères, on ne peut pas, absoudre totalement les autorités publiques, parce qu'en vérité, il s'agit quand même de la jeunesse. Les parents ont fait leur devoir de mettre au monde, même si l'éducation primordiale passe par la famille, parce qu'il va dire aussi aux parents, hein, de dire aux enfants comment dire bonjour, merci, être poli, ça passe d'abord par la maison. Ensuite, l'école est là pour l'instruction. Mais je pense que Mme Doumbé a raison, parce qu'en vérité, il y a des faits. L'implémentation, c'est important. Parce que si on établit une politique sans suivi, ça crée des problèmes. Moi, je suis partisan qu'il y ait des écoles, des stades municipaux partout, parce qu'on voit souvent les gens marcher sur le goudron, on fait du sport, ils courent sur le goudron, c'est extrêmement dangereux pour la sécurité déjà. Et dans les quartiers populaires, et par là de villages de bidonguets, un quartier extrêmement dangereux, où l'insécurité règne partout, où les services publics, dans certains coins, ont disparu, il n'y a même parfois pas de poste de police. Je crois qu'il faut donc réhabiliter tout ça. Parce que encadrer les jeunes, c'est important. Le plus souvent, ils sont en rupture scolaire. Il y a aussi les cas, la santé publique, hein, où les filles sont sexuellement précoces, et puis ça débouche aussi sur, la prostitution, la délinquance pour les garçons. Et je crois que l'État a une part de responsabilité. Mais c'est justement la raison pour laquelle l'État a mis en place, fait que le candidat pour le bien, dans son discours du 10 février, a parlé des bureaux d'aide municipaux. N'est-ce pas? Pour les jeunes qui veulent s'en sortir, il faut que les communes de la 3e, mais c'est pas aujourd'hui, il faut des efforts qu'ils peuvent faire. Je pense qu'il faut aller plus loin et puis inciter les jeunes à venir dans la mairie pour recevoir des conseils, des consultations, s'il faut le dire comme ça, et pour permettre aux jeunes de ne pas seulement se dire, mais qu'est-ce que l'État fait pour moi? Non, qu'est-ce que je peux faire pour l'État? C'est d'abord une question, à mon sens, de sensibilisation. Le jeune ne doit pas grandir en disant que l'État doit tout m'apporter. Non, il faut éviter, même si j'apprécie le travail qui est fait par les ONG, il faut les inculquer le fait qu'ils sont aussi des gens responsables. Ils doivent contribuer à l'essor citoyen de la nation. Comprenez? C'est John Kennedy qui disait ça. On doit se demander ce que moi j'apporte à l'État. Quelle est ma part de contribution? Plutôt que d'être un assisté éternel. Et je crois que c'est là le cœur du problème. L'absence de conscientisation qui fait que les jeunes croient que quand ils ont un problème, ils s'en prennent à l'État. Non, c'est pas ça. On est des constructeurs ensemble. Même jeunes, on peut donner l'impression, pas seulement l'impression, on peut agir pour que la société aille mieux. Comprenez? Quand effectivement il y a un stade ridicule, peut-être, je sais pas moi, une petite salle de football qui a plusieurs organisations qui veulent se déployer, on doit pouvoir avoir la maturité de se mettre d'accord, peut-être décaler les jours de manifestation d'un jour sur l'autre, mais on va pas se livrer comme ça à la délinquance automatique, non. Donc je crois qu'il faut répartir les rôles. Monsieur Basile Etogo, on va terminer par vous en 45 secondes. Qu'est-ce qu'il faut renforcer sur ce problème? Je pense qu'il faut renforcer beaucoup plus les procédures et les mécanismes de contrôle. Nous sommes tous à fait d'accord que, en ce qui concerne les lois, en ce qui concerne les infrastructures, c'est connu, mais il faut renforcer plus le contrôle pour permettre à ce que ces organes qui ont été mis en place par l'État du Cameroun soient beaucoup plus efficaces. Mais il n'y a pas lieu de désespérer.
Parce que moi qui je vous parle, j'aime prendre mon exemple parce que je suis un pur produit de l'État. Que ce soit au niveau de la formation. Aussi. Non, que ce soit au niveau de la formation éducative. Non, je suis issu d'une famille prolétaire. Je ne suis pas un privilégié de l'État. Que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau de la prise en charge, je suis un pur produit de l'État. Je suis un self-made man, comme on dit souvent au quartier. J'ai estimé qu'à un moment, comme pour enchérir par rapport à mon cher Germaine, j'ai estimé à un moment qu'il ne faudrait pas que je sois un pleurnichard. Non, qu'il faudrait que j'apporte du mien pour consolider, n'est-ce pas, l'unité de l'État. Et par conséquent, je demandais aux jeunes de ne pas désespérer. Et c'est là, c'est le slogan de la campagne de notre président, qui voudrait dire grandeur et espérance. Pourquoi, permettez-moi en 10 secondes, pourquoi? Parce que je n'espérais pas un jour, mon cher Eugène, être assis ici avec mon grand frère Jamène, avec la maman et avec vous dans ce beau studio, pour discuter des choses de la nation. Je vous assure, je croyais que j'étais condamné à mon sort. Mais il y a lieu d'espérer. J'ai espéré. Basile Togo, là, on a des arrivé au niveau où je porte la voix du président de la République. C'est un honneur, c'est une immense responsabilité au Cameroun de porter la voix du chef de l'État. Il y a lieu d'espérer. Vous avez aussi indiqué qu'il est nécessaire de pouvoir appliquer les lois qui ont été prises. Tout à fait. Vous insistez sur le fait qu'il y a le cadre. Il existe, mais c'est l'implémentation. Je crois que c'est un point sur lequel vous tous vous êtes d'accord. Ce sera le mot de fin. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voudrais dire à la suite de ce que M. Touquet disait qu'en fait, le cadre est là, mais il y a un gros problème également de communication. Parce que lors d'un projet qui s'appelle Projet PADGOB, on a compris qu'il y a un problème de communication. Avec les jeunes. Est-ce que ça, on a compris? Que les jeunes ne sont même pas au courant, en fait, qu'il y a des choses qui sont mises en place pour eux. Les pouvoirs publics doivent mieux communiquer. Il y a aussi un rôle important au niveau de ce qu'on est dans un contexte de décentralisation. Nous ayons aimé passer beaucoup plus de temps avec vous sur cette thématique qui passionne. C'est la fin de cette édition de l'Africa Newsroom consacrée à l'éducation à la jeunesse camerounaise. Nous remercions Basile Togo, communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui était avec nous sur ce plateau. Monsieur Célestin Jamène, président national de la PAR, l'Alliance patriotique et républicaine, membre du G20, le groupe de partis d'opposition qui soutiennent le candidat Paul Biya. Madame Agnès Angèle Ndoumbe, membre de la société civile, chargée des programmes et des projets à Servitas Cameroun. Madame, Messieurs, nous vous remercions d'avoir honoré cette invitation d'Africa 24. Merci aussi à vous de nous avoir suivis dans cette émission spéciale sur les enjeux qui façonnent l'avenir du Cameroun. Bonne suite des programmes sur Africa 24.